Élodie Emo se bat au quotidien pour les droits des enfants et les droits des parents. Elle a installé une idée novatrice qui s'appelle les cercles des parents. Découvre aujourd'hui la première partie de notre entretien et la suite aura lieu dans l'épisode 141. Très belle écoute à toi. Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. J'ai la joie aujourd'hui de recevoir Élodie Emo. Vous la connaissez peut-être déjà sur les réseaux, elle va se présenter. On l'a évoqué dans l'épisode 127 avec Laurette, alias Lolibelle. Donc vous avez peut-être entendu déjà ce qu'elle fait. Bonjour Élodie, bienvenue. Bonjour Séverine, merci de me recevoir. Je suis ravie d'être là. Moi aussi. Je suis ton travail depuis un peu plus d'1 an. J'adore tout ce que tu présentes. Ça me paraît essentiel de le diffuser à plus grande échelle. Voilà, l'occasion est donnée aujourd'hui de présenter entièrement cette thématique. Est-ce que tu veux bien te présenter pro-perso, ce que tu veux, et après on ira fouiller un peu dans ta mission actuelle. Alors, donc, je m'appelle Élodie Mo, donc j'ai 40 ans, j'ai 2 enfants de bientôt 6 et 4 et demi, une petite fille de 6 ans et un petit garçon de 4 ans et demi. Donc, moi, je suis infirmière puéricultrice de formation. Je suis née en Normandie. J'ai exercé pendant 2 ans en maternité et néonatologie là-bas. Ensuite, j'ai migré vers Paris, en région parisienne, où j'ai travaillé 10 ans en protection maternelle et infantile. Et j'ai eu là-bas 2 diplômes universitaires, un en psychopathologie du bébé et un autre en psychisme et périnatalité. Et j'ai rechangé de région, je suis arrivée en Bourgogne, à Dijon. Et là, je suis devenue chargée de formation dans une école d'infirmières où je forme principalement les auxiliaires de puériculture. Et donc, j'ai eu mes 2 enfants en 2017 et 2019. Et puis, quand je suis devenue maman, je me suis rendu compte que j'avais beau avoir beaucoup de connaissances, j'avais pas assez de soutien, j'avais pas, enfin voilà. Je me suis rendu compte de choses comme tout parent, comme toute maman et comme tout papa. Et donc au démarrage, j'avais envie de lancer des consultations de soutien à la parentalité, mais ce qui me posait souci éthiquement parlant, c'est que c'était payant. Donc j'ai fait un petit peu ça très peu de temps et très rapidement, je me suis rapprochée du collectif Je suis infirmière puéricultrice. En fait, enfin, il était en train d'être fondé. Je suis devenue aussi fondatrice de ce mouvement-là, qui était un mouvement pour donner de la visibilité à cette profession, qui est très peu connue, très mal connue. Alors c'est une profession très très féminine, 98% de femmes, qui a un bac plus 4, 3 années d'école d'infirmière et une année de spécialisation. Et en fait, on s'est alliés parce qu'on veut qu'il y ait une meilleure prise en soin des enfants. Je suis très attachée aux droits de l'enfant et je me bats pour ça, on en reparlera après. Et puis aussi qu'il y ait des remboursements des consultations de l'infirmière puéricultrice, comme il y a des remboursements des consultations de la sage-femme. Je pense que les droits des femmes vont, enfin les droits des enfants succéderont aux droits des femmes, ça me paraît très logique. Et donc la profession de puéricultrice, les sages-femmes, elles se sont battues très très longtemps et là les puéricultrices sont en train de se battre. On est entré en relation avec le ministère, on a essayé de faire bouger les choses et on nous a dit il va y avoir de l'argent donné dans les agences régionales de santé, investissez-vous dans ces projets-là et c'est ce que j'ai fait dans un projet 1000 premiers jours et donc j'ai fondé les cercles de parents dont je vais vous parler après. Et puis je suis aussi donc cofondatrice d'AVI, une association contre les violences infantiles. Le syndrome du bébé secoué, c'est la première violence infantile qui tue, c'est jamais drôle de le dire, mais 500 bébés par an. Et donc voilà, donc je suis investie dans plusieurs choses. Là, je viens d'être aussi ambassadrice pour une ONG, Fonds et Femmes d'Avenir, qui doit faire bouger les choses pour que les familles monoparentales aient plus de facilité dans leur démarche et dans leur quotidien. Voilà, et je suis cofondatrice, j'ai l'impression que je vais jamais m'arrêter. Je suis cofondatrice de Parents pas parfaits, un podcast, donc j'aime bien faire plein de choses en fait. Et l'idée, c'est de rendre un tout petit peu plus joli le monde dans lequel on vit. C'est ça mon driver, c'est ça qui me booste. Et tout ça parce que
Et c'est important de le dire, on ne fait jamais rien par hasard. Moi, ma maman, quand je suis née, elle était en dépression. Et en 83, on l'a laissée repartir chez elle sans soins, sans aide. Et donc, je pense que le bébé que je suis et aussi pour ma mère, ben, voilà, c'est des causes qui me tiennent à cœur parce qu'évidemment, dans les cercles de parents, on accompagne les jeunes mères qui peuvent être en difficulté et les jeunes pères d'ailleurs. L'idée, c'est que les enfants se développent le mieux possible et pour ça, il faut soutenir les parents. Cette mission, elle est revenue encore plus fort quand toi, tu es devenue maman et que tu as Elle est senti à quel point ça n'avait pas évolué depuis 83. C'était pas conscient au démarrage, au tout démarrage. Il y a des choses qui ont émergé ces 2 dernières années. Je savais l'histoire de ma mère. Ma mère a été abandonnée quand elle était petite et donc quand elle était enceinte de moi, tout est remonté. Elle recherchait sa mère. Enfin voilà, il y a des tas de choses. C'était pas qu'une dépression du postpartum. C'était une dépression pendant la grossesse qui a perduré puisque pas prise en charge. Donc ma mère, qui est une femme très forte, elle a fait face. Elle avait ses 3 enfants. Elle a toute sa vie maintenu le cap. Mais malgré tout, il n'y a pas eu de soins et donc ça a forcément des conséquences. Mais quand je suis devenue mère, oui, bah j'étais loin de ma famille. Moi, j'ai été mère dans une région où j'avais pas ma famille à moi, Oui. donc ça aide pas forcément. Et puis quand tu deviens mère, il y a des choses qui viennent se réactiver de l'ordre de choses que tu as pu vivre toi enfant, donc forcément c'est venu remanier les cartes, venu me re-questionner, mais je pense que cet intérêt aux droits des femmes et aux droits des enfants vient de là, profondément. Cette injustice que sûrement ma mère a subie, déjà d'avoir des difficultés peut-être à se porter elle-même et de pas pouvoir le dire, puisque c'était une société où il fallait être fort, où fallait, en tout cas ma mère avait dû le ressentir comme ça, et où elle devait porter un petit bébé qui avait des besoins très forts. Donc tout ça, tout est lié si tu veux. Je suis attachée aux droits des enfants, mais je suis très attachée aux droits des femmes. Ouais, Et puis ouais, ça ouais. fait sens dans les deux. Les enfants sont quand même élevés par des femmes qui, si elles-mêmes se sentent bien, tu vas quand même beaucoup plus vite pour que le bébé se développe de Tout manière à plus fait. fluide. Tout à fait. Et aussi d'intégrer les hommes le plus vite possible. C'est aussi un de mes objectifs. C'est dans les cercles de parents, pourquoi ça s'appelle pas des cercles de femmes? Parce que pour moi, le père, il a une place prépondérante, primordiale, et que la société doit l'inclure beaucoup plus, que eux-mêmes doivent s'inclure beaucoup plus. Et donc, les cercles de parents, c'est une manière de niveler un petit peu ce qui crée des inégalités, hein, dès le départ, le fait qu'ils aient des congés plus courts, même si ça s'est rallongé dernièrement. Donc, l'idée, c'est de leur donner des infos. J'ai fait l'année dernière un master en communication et mon thème c'était où est-ce que les jeunes mères en 2023 vont rechercher de l'information pour appliquer le rôle parental prescrit. Et ce qui ressort de ces entretiens avec toutes ces femmes, c'est qu'elles se sentent surresponsabilisées, qu'elles se sentent seules, qu'elles se sentent inquiètes et qu'elles vont sur les réseaux, sur les médias pour chercher des informations. Mm. Si c'est une partie de la solution, bien évidemment, pour moi, ça doit pas être la seule. Et c'est pour ça aussi que j'ai fondé les cercles de parents parce qu'on est des êtres de lien social. Le bébé, dès qu'il naît, il cherche le visage humain et que les applis et tout ça, c'est génial. Je pense à May Santé, qui est une super appli où il y a beaucoup de puéricultrices et très bien, mais le lien social, il se remplace pas. On ne vit pas encore totalement dans le métaverse. Je pense que c'est primordial pour aller faire passer des messages et accompagner les parents et faire de la prévention en santé. Tout comme les parents d'élèves dans ma classe voyaient la PMI comme quelque chose d'un peu jugeant, médical. Est-ce qu'au début, tu as réussi à faire la part des choses entre ce sont des cercles qui prennent en compte l'entièreté de la vie de la maman et pas seulement le suivi médical, mais aussi le suivi émotionnel, familial, logistique? Comment est-ce que tu t'es positionné pour diffuser les premières fois, les premiers cercles? Alors moi, c'est Alors j'ai travaillé longtemps en PMI, mais j'ai toujours eu à cœur d'être bienveillante et non jugeante, même quand je travaillais en PMI. Alors la PMI a une image pas tout à fait... Il y a des choses à travailler au niveau de la communication. C'est un outil génial, c'est un outil magnifique d'équipe pluridisciplinaire. Malheureusement, il y a des choses comme ça qui sont associées à l'aide sociale à l'enfance. Donc après, je pense qu'il y a tout type de professionnels partout, que ce soit à l'hôpital, en PMI, en crèche, enfin voilà. L'important, c'est aussi la personne au-delà du professionnel. Et moi, j'ai toujours eu à cœur d'être dans la co-construction, de ne pas être dans le jugement. Donc ça, c'est des compétences. Donc déjà, normalement, quand tu es puéricultrice, si tu es une puéricultrice compétente, à mon sens, tu n'es pas dans le jugement et tu es dans cette co-construction. Tu pars du principe que le parent est expert. Lui, il connaît mieux son enfant que toi. D'ailleurs, ça devrait être des cours que les médecins ont, que les kinés ont, que les sages-femmes ont, parce que je pense qu'il y a beaucoup de parents qui souffrent de ce jugement. Et en plus, quand tu es en situation de vulnérabilité, c'est-à-dire quand tu viens d'accoucher ou que tu es malade ou que ton enfant est malade, tu es vulnérable. Et donc, la parole du sachant, elle a encore plus de poids. Et tu n'oses pas. Donc ça, c'est les soignants, ils doivent avoir ça en tête. C'est te dire, on n'est pas dans une relation égalitaire. Et donc moi, ce que j'ai à cœur de faire, et c'est ce qui se passe dans les cercles de parents, c'est être le plus égalitaire possible. Je ne sais pas tout. Ils m'apprennent des choses, ils s'apprennent des choses entre eux. Et ça, c'est la base des cercles. C'est-à-dire que j'ai beau être garante de conseils appuyés sur des découvertes scientifiques, enfin voilà, sourcées, je n'ai pas à porter de jugement sur les décisions des parents. Après, évidemment que je vais orienter, guider par rapport, je sais pas si on parle des violences éducatives ordinaires, j'ai des connaissances là-dessus, donc je vais leur donner mes connaissances pour leur expliquer ce que peut-être eux n'ont pas pu percevoir puisqu'il leur manque des outils. Donc je vais plutôt leur donner des outils dans leur sac à dos pour pouvoir faire face aux situations difficiles.
Oui, et ce qui fait que tu t'adaptes complètement à chaque famille qui va venir au cercle. L'un des cercles pourra toucher à l'alimentation, au vrai médical, et d'autres à la prévention, à la protection, ou alors à une tension familiale de l'ordre du couple qui n'aurait pas forcément à voir avec le bébé. À chaque fois, tu vas t'adapter et à chaque fois, tu vas amener toutes tes connaissances et tout ton bagage pour aller au plus près de ce que vit la famille, les nouveaux parents. Exactement. Le projet, il a été pensé dans le champ de compétences de l'infirmière puéricultrice, c'est-à-dire paramédical, mais aussi médico-social. Et donc, c'est hyper important ce que tu dis. Une des compétences les plus importantes dans les cercles de parents, de savoir-faire, c'est l'adaptabilité. C'est-à-dire être capable d'entrer en relation, d'être dans l'écoute active et de capter les besoins de chaque famille, de chaque papa, de chaque maman, de chaque enfant. Donc, évidemment, c'est primordial de ne pas servir des connaissances apprises machinalement. C'est pas ça. Tu dois d'abord entrer en relation, tu dois d'abord créer un lien pour déjà instaurer un climat de confiance, ça c'est quand même extrêmement important. Poser un cadre qui explique que on est soumis au secret professionnel, que ce qui se dit là ne va pas sortir. Alors évidemment, il peut y avoir des situations, enfin, on connaît tous, on est tous citoyens, s'il y a des situations de l'ordre de la maltraitance ou de choses comme ça, on est obligé là de lever le secret professionnel. Mais il y a cette idée de bulle, de moment hors du temps où le parent il vient pour passer un moment agréable et pouvoir poser un peu ses bagages qui peuvent être lourds ou pas. D'ailleurs, les cercles de parents, c'est pas que pour des parents qui ont des difficultés ou des questions, c'est pour tout jeune parent puisque en soi, c'est une période complexe. Il y a 20% des femmes qui font des dépressions presque. Je dis 20% parce que les chiffres de 16,7 à mon avis sont minimisés, mais il y a 10% des pères qui font des dépressions du postpartum et c'est souvent caché. Mais au-delà de ces 20% et de ces 10%, il y a aussi tous les parents qui vont peut-être plutôt pas mal, mais qui ont besoin d'échanger avec d'autres parents, qui peuvent avoir des questions qu'ils n'ont pas le temps de poser au pédiatre, parce que chez le pédiatre, ça va très vite parfois. Et puis, on peut se sentir bête de poser telle ou telle question. Et puis voilà, c'est un outil qui vient mailler l'offre de soins de la naissance aux 3 ans, qui, à mon avis, est indispensable. Et évidemment qu'à chaque fois, nous, on oriente vers les professionnels adaptés et on parle de la PMI, qui est un outil fondamental en France. On ne s'oppose pas, on vient complémenter ce qui existe déjà. Ça fait résonner tout ce que les parents d'élèves me disaient en classe de dispositif des moins de 3 ans. Ils étaient suivis par la PMI au niveau médical, consultation, mais les personnels étant ce qu'ils sont, hein, tu vois bien les budgets qui ont été rétrécis comme peau de chagrin, Ah oui, elles ont pas ils le temps. n'avaient pas le temps d'échanger au-delà de la vaccination, de l'alimentation, des couches, du sommeil ou de l'encombrement de certaines maladies. Et quand elles évoquaient entre deux portes dans la classe leurs difficultés personnelles de mère, leur statut, leur matrescence, leur je me reconnais plus, j'ai pas envie d'être cette mère-là. C'est tout ce contexte-là que, pour l'instant, on avait du mal à rediriger Il n'y vers avait pas les de place professionnels. pour l'accueillir, quoi. Alors, c'est vrai que nous, toutes les thématiques santé, c'est des thématiques évidemment qu'on aborde. On a vraiment un gros rôle de prévention en santé. Mais vu que les cercles durent 2 heures, il y a ce côté prévention en santé évidemment présent, sommeil, alimentation, gestion des émotions, des choses de l'ordre du sevrage, de la diversification, les soins pour prévenir en effet, par exemple, la bronchiolite. Enfin, évidemment, sans parler de la prévention de la maltraitance du bébé secoué qui me tient particulièrement à cœur. Mais oui, en effet, il y a cet espace pour aller verbaliser tout ce qui s'accompagne autour de ces processus psychiques qui font que l'équilibre du couple, de la famille est un peu bancal et qu'est-ce qui... Voilà. Et aussi entendre les discours des pères et des mères. Et c'est compliqué, hein. On n'a pas... Les hommes et les femmes, on n'a pas été élevés de la même manière. Et donc, il y a des choses qui peuvent créer des incompréhensions. Donc, ça peut être aussi le lieu pour échanger là-dessus et donner des éclairages par rapport à l'accordage affectif, par rapport à la préoccupation maternelle primaire, par rapport à l'ocytocine, enfin j'en sais rien, des notions que le soin favorise l'attachement, par exemple, tu vois, plein de notions comme ça qui font que c'est aussi un lieu où on va parler de tout ça. Mais je dirais que je m'adapte aux demandes des parents. Donc un cercle ne fait pas l'autre et une puéricultrice n'en fait pas une autre non plus, même si on a un cahier des charges en France et qu'il y a certaines règles qui sont respectées. Après, chaque personne est différente. Voilà, c'est important d'ailleurs, hein. Tu nous as parlé de la bienveillance du professionnel. Est-ce que tu peux toucher un mot de l'effet un peu soulageant de se rendre compte qu'on a tous finalement les mêmes difficultés ou un nombre certain de difficultés et la cohésion de l'appartenance quand on est en plusieurs à venir déposer ce qu'on vit de bien, de moins bien. L'effet Voilà. groupe, l'effet collectif. Ouais, mais c'est ça aussi la richesse des cercles. Donc, c'est des tout petits groupes. C'est des groupes de 4 familles maximum, parce que ça favorise aussi l'épanchement. Enfin, voilà, le fait de pouvoir verbaliser certaines choses, c'est pas des grands groupes. Et ce qu'on observe souvent, c'est que des fois, il n'y a pas de chape de plomb dès le début. Ça parle, ça échange, ça connecte de manière hyper vive. D'ailleurs, on se met un peu en retrait.
Et puis d'autres fois, il y a cette retenue qu'ont les gens, et d'ailleurs c'est quand même plus souvent le cas, de se dire ok, je suis là, mais j'observe, qu'est-ce qui va se passer, avec peut-être même parfois des craintes. Hein. Je les ai pas interrogés profondément là-dessus, mais sûrement. Et puis en fait, le fait de voir une personne, une première personne, ouvrir un peu la porte de sa maison, hein, on peut le symboliser comme ça et dire bah ouais, il se passe ça dans ma vie, il se passe ça, puis moi je me questionne là-dessus, puis et ben du coup on voit les regards s'ouvrir, les têtes acquiescer, et puis souvent une ou deux personnes dire ah oui, enfin voilà. Et il y a cette émulsion, cette dynamique de groupe qui se crée avec ce qui les rassemble, le devenir parent, qui est un processus évidemment progressif et maturatif, et qui fait caisse de résonance dans ces cercles de parents, et chez les hommes et chez les femmes, alors sûrement différemment, et puis la société les missionne différemment, mais je pense que les choses évoluant, il y a de plus en plus de pères qui auront ces besoins-là, puisque plus ils vont endosser ces rôles autrefois laissés aux mères, plus ils vont ressentir peut-être ces questionnements par rapport aux nouveaux rôles éducatifs. Ce qui pèse aussi et ce qui fait que les cercles de parents ont toute leur place, c'est qu'on mandate, et c'est Bernard Gols qui le dit très bien, on mandate les parents de nouvelles choses, de nouvelles responsabilités, puisque les droits de l'enfant évoluent et c'est très bien. Pour autant, il faut pouvoir les accompagner à hauteur de ce qu'on leur demande et ne pas les laisser face à des podcasts, des bouquins et tout ça, avec une parentalité qu'on appelle positive en France ou bienveillante, théorique, au possible théorique, c'est-à-dire que je sors dans la rue, moi ce que je vois c'est ma voisine, ma collègue de boulot qui n'applique pas ça puisqu'elles n'ont pas reçu ça et qu'on est plus ou moins sensibilisé. Donc ça, les jeunes parents, c'est très difficile pour eux de faire l'équilibre entre ce qui est prescrit et ce qu'ils vivent. Et ce que tu entends peut-être aussi, c'est qu'elles ont une représentation, les mamans, je vois plus de mamans, moi personnellement, de tout ce qu'elles ne devraient pas faire parce que ça aurait des conséquences, mais pas les outils pour alors comment on fait Exactement. autrement. C'est vraiment la Exactement. question du autrement qu'on a Mm. été élevé ou autrement que ma belle-sœur ou ma voisine ou ma mère me dit. Donc le autrement, il est à la fois créatif, mais à la fois perturbant parce qu'il y a des décisions et des choix à prendre qui pourraient être orientés par des pros et des spécialistes de la petite enfance, du monde médical, de l'accompagnement à la prévention, des experts en neurosciences aussi, et vers qui se tourner? C'est quand même Tout leur à grande fait. question. Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que, alors, Catherine Guéguen et Isabelle Filiosa, elles ont beaucoup démocratisé quand même tout ça, et d'autres maintenant, mais ça reste très abstrait. Des livres, c'est très abstrait. Chacun y met ses propres filtres. Et puis, les filtres, la plupart du temps qui y sont mis, c'est OK, faut surtout pas que je crie une fois, sinon je vais traumatiser mon enfant. C'est pas ce qui est écrit dans les livres, mais c'est les filtres que les mères mettent dessus, en fonction en plus de leur propre histoire. En tout cas, quand les enfants sont tout petits, très dépendants, très vulnérables. Plus ils grandissent, plus on peut se détacher de ça. Mais il faut pas oublier que la période des 0-3 ans, c'est, voilà, Anna Roy, elle parle le postpartum dure 3 ans. Je pense réellement pour avoir des enfants de 4 et 5, que les 3 premières années sont celles qui font le plus vaciller, en tout cas la mère, le père sûrement. Pourquoi? Parce qu'ils sont très dépendants, très vulnérables. Et donc, plus l'enfant est vulnérable, plus l'enfant est dépendant, plus l'adulte s'en sent responsable. Et donc, avec cette surresponsabilisation, de se dire, OK, surtout si enfant, il y a eu des manques, il y a eu des blessures, il y a des trucs, le parent va venir chercher à réparer ou reproduit malgré lui, d'ailleurs, ça dépend. Donc, ça dépend aussi de l'enfance. Après, ça dépend du tempérament des parents. Il y a des parents qui vont prendre plus de distance par rapport à ça ou qui vont pas du tout. C'est ça le danger aussi, c'est de dire, OK, moi, je n'ai pas envie d'entendre ça, je fais comme on m'a élevé, ou je fais comme moi je pense être bien. Et il y a quand même un intérêt, à mon sens, à avoir ces données-là, ces connaissances-là. Il y a eu un sondage de l'IFOP qui est paru en octobre 2022 suite à l'interdiction de la loi de juillet 2019 sur l'interdiction des violences éducatives ordinaires, qui demandait à des parents, avez-vous fait une violence éducative ordinaire la semaine d'avant le sondage? Et il y a 87% des parents qui ont répondu oui. Voilà, donc c'est ça les chiffres en France aujourd'hui. Après, moi je dis souvent pas de parents parfaits. C'est important de montrer qu'on peut se tromper. C'est important de s'excuser aussi parce que ça donne un modèle à l'enfant. Ok, j'ai pas besoin d'être tout le temps parfait. Papa et maman ont des émotions. On les refoule pas, on les accueille. Et si on les gère mal, on est en mesure d'identifier qu'on a mal géré la situation et on essaie de réfléchir à comment faire mieux. C'est bien d'avoir ce modèle-là aussi parfois, mais il faut mettre des mots dessus. Faut mettre des mots dessus et dire ok, c'est pas normal. Si j'ai crié, si j'ai hurlé, j'ai mal maîtrisé mes émotions. Et moi, je suis un adulte. Donc, imagine ô combien c'est difficile pour toi de maîtriser tes émotions alors que ton cerveau, il n'est pas encore armé pour ça. Et ce rôle modélisant qu'on apprend à devenir quand on est parent du Ouais, premier enfant, du ouais. deuxième enfant, et en plus on grandit à chacun de nos Mm, enfants, puisque notre vie évolue aussi dans nos connaissances et dans notre expertise, et que le deuxième enfant n'est pas pareil que le premier. mm. Donc on est obligé de se mettre à jour finalement à chaque grossesse, à chaque évolution du couple. Est-ce que tu peux nous décrire un peu comment se passe un cercle de parents? Tu nous as dit qu'il durait 2 heures. Est-ce qu'il y a une présentation? Est-ce qu'il y a une thématique? Comment tu vis quand c'est toi qui le mènes?
Alors, les cercles de parents, déjà, ils se déroulent dans différents lieux, c'est-à-dire que ça peut avoir lieu dans une crèche, dans une PMI, dans des associations, dans des magasins d'éco-puriculture, dans des cabinets de kiné, cabinets de sage-femme, enfin voilà, cabinets médicaux. Donc, l'idée, c'est qu'on a souvent une pièce qui est le plus cocooning, le plus agréable possible, c'est ça quand même l'idée. Il y a souvent à boire et à manger, parce que ça favorise aussi un climat convivial. Les parents sont inscrits, c'est-à-dire qu'on sait à l'avance qui va venir, ça c'est important parce que bah voilà, ça fait partie du deal quoi de s'inscrire et nous on envoie un petit SMS de confirmation généralement 1 ou 2 journées avant. Donc les parents sont accueillis, donc il y a quand même un quart d'heure de temps où on sert à boire, à manger, les parents s'installent et puis ensuite on est souvent en cercle, donc soit sur des chaises, soit sur des poufs. Enfin il y a cette idée quand même, on est assis en cercle, hein. Ça s'appelle pas les cercles de parents pour rien. Et donc, le démarrage, c'est qu'une fois que tout le monde est bien installé, je vais dresser déjà le cadre. Et le cadre, il est souple, mais juste, voilà, je redis ce que j'ai dit au début du podcast. On est là dans un climat bienveillant et non jugeant, tenu au secret professionnel. Enfin, en tout cas, voilà ce qui se dit là, moi, j'y suis tenue. Et l'idée, c'est que vous passiez un moment agréable. Et donc, sentez-vous libre de vous lever pour aller changer votre enfant si vous avez besoin. Sentez-vous libre si c'est trop difficile de partir si vous en avez besoin. Voilà, il n'y a pas ce cadre, c'est 2 heures et vous êtes obligé de rester 2 heures. J'ai eu des cas où il y avait des parents qui avaient un rendez-vous au bout d'1 heure et demie. Et ben voilà, ils sont partis au bout d'1 heure et demie, il n'y a aucun souci à ça. Je veux pas de cadre rigide, ils n'ont pas besoin de ça, ils ont déjà tellement d'injonctions, je veux pas d'injonctions dans ce cercle. Ensuite, je me présente, je parle un petit peu de moi parce que c'est important. Alors, pas autant que je le fais là évidemment, mais je dis qui je suis, quel âge ont mes enfants, quel est mon parcours un peu, et pourquoi j'ai créé les cercles de parents. Pourquoi c'est important? Parce qu'il faut que je donne un minimum de moi en tant que soignante pour qu'il y ait une dynamique. Et ça, c'est important de le dire. Il faut que j'entre en relation. Il faut que moi aussi, j'ouvre un tout petit peu ma porte. Il ne s'agit pas d'aller m'épancher sur ce que je vis moi en tant que mère, mais il s'agit de dire voilà qui je suis moi. Donc ça, c'est important. Et après, généralement, je leur explique qu'ils ont le droit à 3 séances par an de la naissance aux 3 ans, qu'ils peuvent prendre les séances quand ils en ont besoin. Il n'y a aucune obligation. Qu'il n'y a aucun thème préétabli et qu'on va faire en fonction de ce qu'ils ont envie d'aborder aujourd'hui. Le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de familles, ça permet aussi d'avoir des temps assez longs pour aller creuser sur certains sujets s'il y a besoin. Mon rôle, ça va être aussi de veiller à ce que tout le monde puisse avoir la parole. Il peut y avoir des groupes où il y en a qui parlent plus que d'autres. Et donc ça, c'est aussi mon rôle. Alors, j'y arrive presque à chaque fois. Il y a dû y avoir des cercles où j'ai peut-être moins bien réussi, mais qu'il n'y ait pas certaines personnes qui se sentent, parce qu'elles sont plus réservées, mises à l'écart. Et puis ensuite, bah, s'il y en a qui sont déjà venus, généralement, je lance la parole à la personne qui est déjà venue parce qu'elle est plus à l'aise. Et puis sinon, ce tour de cercle commence. Alors, l'idée à la base, c'était de chacun se présente et dit ce qu'il a envie de dire de lui, avec ses questionnements, ce qu'il vit. Il y a beaucoup de femmes qui repartent de leur accouchement, quand même, qui ont besoin de reparler de ça quand c'est des petits bébés. Et puis, l'idée, c'est que chacun parle les uns après les autres, mais ça se passe jamais comme ça. C'est-à-dire qu'une personne commence et ça rebondit. C'est comme si on se passait la balle de manière un peu diagonale. Et souvent, ça, en fait, bah voilà, au bout de 3 quarts d'heure, je dis bon bah on va passer à la deuxième personne parce que en fait, les sujets qu'elle ramène souvent font écho. Puis il y a rarement, des fois, il y a des résonances. Une fois, j'avais eu 2 mamans qui avaient fait de la PMA toutes les deux, et bizarrement, voilà, j'avais pas choisi, et donc forcément, ça faisait écho à plein de choses qu'elles vivaient. Le cercle se passe un peu de cette manière-là. Assez fluide, hein, souvent. Alors, des fois, ça parle, des fois, on voit pas passer les 2 heures et puis je suis obligée de dire, OK, j'ai des infos à vous donner. Puis d'autres fois, au bout d'1 heure et demie, la parole se tarit et puis voilà. Enfin, à la fin, le dernier temps. Donc, il peut y avoir des musiques qui sont mises, il peut y avoir du Snozelen qui est fait, il peut y avoir des cartes de photolangage. Alors, j'ai essayé les cartes de photolangage, mais ça aidait pas plus que ça, parce qu'en fait, les parents qui viennent, ils sont quand même propices à verbaliser certaines choses, ils n'ont pas besoin de s'appuyer sur des cartes de photolangage. La musique, ça peut aider, mais pas forcément. S'il y a des papas, j'ai remarqué souvent la musique, ça fait un peu trop cercle de femmes, et donc ça leur va pas. Enfin voilà. Donc il faut s'adapter au groupe qu'on a. Si j'ai que des femmes, je peux proposer ça. Voilà. Le Snozelen à la fin, c'est dans certains lieux, bah, c'est chez Laurette, alias Lolibel, qu'on l'a fait, et ça, c'est très sympa. Il y a eu des bébés qui se sont endormis en fin de séance, c'était vraiment très 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 bien, et même pour les parents. Et puis, donc, j'ai un temps, en fait, où j'ai beaucoup de livres que je ramène là-bas, des ressources, des cartes de professionnels de santé que je connais. Et donc, il y a ce temps où je vais aussi donner une feuille aux parents avec tous les lieux gratuits qui existent dans la région, les ludothèques, des choses pour faire aquababy dans des lieux sympas, enfin voilà, plein de ressources que je donne aux parents parce que il y a des week-ends pluvieux où ça peut être très long avec des jeunes enfants. Et donc le samedi, voilà, il y a des lieux où il faut savoir qu'on peut aller se poser, s'asseoir, des LAEP aussi, des lieux d'accueil parents-enfants, où on peut s'asseoir, se poser et être dans un lieu bienveillant, en sécurité avec son enfant. Ça, c'est important. Donc mon but aussi, au-delà, alors pendant le cercle, j'analyse, j'observe, je sensibilise, j'oriente vers les professionnels de santé adaptés s'il y a un besoin. Je me mets à disposition des parents. C'est aussi ça, c'est que moi, je suis dans l'observation, le conseil, toujours avec bienveillance, mais du coup, j'essaie de répondre aux besoins des parents.
Ils se nourrissent évidemment d'eux-mêmes. Et puis à la fin, je donne voilà, beaucoup de ressources et j'oriente si nécessaire, si j'ai observé qu'il y avait un besoin en particulier. Au niveau de la santé physique et psychique des parents et des enfants. Voilà, ça c'est mon rôle aussi d'être sensible à la relation d'attachement, au développement psychomoteur affectif de l'enfant et à sa santé, et puis à l'état émotionnel des parents. Je me relie à beaucoup de sujets que j'aurais aimé entendre en tant que jeune mère en 2007. L'idée que les salles municipales ne soient pas ouvertes le dimanche quand il pleut à verse et quand on est seul dans Bah ouais. son appartement avec son enfant qui pleure pendant Bah des heures. ouais, ouais. On est tellement à l'avoir vécu de se dire mais où je Mmh. vais avec mon Ouais, bébé, ouais, ouais. vers qui parler. Maintenant, Mmh. il y a aussi des cartes interactives avec les clubs poussettes et tout ça, Voilà, il y a le comme on club disait, poussette, ouais, ouais. avec Laurette. Il s'est développé parce qu'il y avait une demande Ouais, profonde de ouais. connexion et de lien entre ces mamans. Est-ce Mmh. que tu sais si, quand elles se voient au cercle de parents, elles se retrouvent en dehors? Il y a des choses qui se tissent parfois? Tu as déjà eu des histoires? Ouais, alors c'est déjà arrivé, je me rappelle, alors certaines, alors il y en a qui vont au club poussette, hein, notamment après, voilà, que connaît Laurette. Mais j'ai l'exemple d'un couple, c'était deux couples, c'était pas des mamans toutes seules, mais c'était deux couples, ils s'étaient vus une première fois. Il y avait un couple où ils étaient italiens tous les deux, et donc c'est pareil, c'était le hasard. Et de l'autre côté, elle était française et lui était australien ou américain, je sais plus. Et alors ils arrivent, tout de suite ça connecte de ouf, c'est des expats, enfin voilà. Et c'était rigolo parce qu'ils sont revenus ensemble une deuxième fois, et en fait ils s'étaient ramenés des cadeaux et c'était hyper touchant. Ils avaient deux petits garçons à peu près du même âge, quelques mois d'écart. Ils s'étaient ramenés des cadeaux, donc il y avait vraiment un lien qui s'était créé entre eux. La première fois, ils s'étaient prêté un body parce que il y avait un body qui avait, il y avait eu voilà un accident et il y avait vraiment une connexion qui s'était créée entre eux. C'était beau à voir. On avait fait l'année dernière une sorte de pique-nique avec toutes les familles, enfin plein de familles qui étaient venues au cercle. Il y avait des familles qui s'étaient revues, qui s'étaient reparlées. Je dirais que je pense qu'au Club Poussette Plus, là, on vient remplir des besoins, on vient se ressourcer, se re-remplir. Il n'y a pas toujours besoin de créer des liens avec les autres parents qui sont là, même si ça se passe super bien et tout ça. Je pense que les parents, ils viennent aussi parce qu'ils ont ce besoin intime, hein, d'avoir de la réassurance, tu vois. Et donc, je pense que quand ils sortent, ils sont réassurés, ils ont sûrement leur réseau amical déjà. Il y a certaines fois, hein, oui, hein, mais c'est pas la majorité. Il y a peut-être pas les mêmes besoins exactement que les mères. Il y a des besoins similaires. Il n'y a pas exactement tout le temps les mêmes besoins que les mères qui vont au club poussette parce qu'elles sont peut-être loin de leur famille, qu'elles ont besoin de partager des choses avec les mêmes personnes. Ça Donc, peut donc être du ponctuel. On vient finalement consommer, se ressourcer, apprendre, entendre, et ça peut être en one shot. C'est pas obligé de s'engager sur plusieurs fois. Tu non. parlais des 3 séances. Comment est-ce que les parents s'organisent du coup pour savoir, est-ce qu'il vaut mieux les faire au tout début? Est-ce que tu proposes de les espacer, d'aller au même endroit pour faire les 3? Mais moi, c'est pareil, j'impose rien. Alors, il y a des parents qui sont venus 3 fois en 4 mois parce qu'ils avaient besoin, donc dans des lieux différents ou pas. Je n'impose rien, c'est eux qui time en fait. Moi, je suis à leur disposition. S'il y a des besoins plus importants, j'oriente. Voilà. S'il y a besoin d'une psychologue, s'il y a besoin d'une sage-femme, d'un pédiatre, d'un ostéopathe ou d'un kiné, je vais orienter en fonction du besoin. Et donc après, le parent a cette ressource et peut me rappeler 2, 3 mois après en disant j'ai des nouvelles questions par rapport à ça, je voudrais que. Le but, c'est pas de les garder. Voilà, le but, c'est de leur donner des outils. Donc il y en a beaucoup, il y a 75% des parents qui sont revenus à au moins une deuxième séance. Donc dans l'année, hein, puisque ça fait 2 ans hein, qu'on fait le cercle. Mais voilà, les premières familles, elles sont revenues au moins 2 fois. Et puis après, elles n'ont pas forcément besoin. Elles savent que c'est là. Elles savent que si elles ont besoin, elles peuvent revenir. Et elles ont eu plein d'outils pour faire face à leur parentalité, plein de lieux ressources. Puis je pense qu'il faut aussi leur faire confiance, hein. Les parents qui vont plutôt bien vont saisir des choses et au fur et à mesure, ils vont grandir en tant que parents. Enfin, tout ce qui est lié au monde des jeunes parents, en tout cas, et des jeunes enfants, je vois ça comme une raquette où il y a 3, 4 fils là tendus, il n'y en a pas assez. Et du coup, il y a des gros trous dedans. Et les cercles de parents, c'est un fil de plus supplémentaire pour venir essayer de mailler davantage cette raquette de tennis pour que la balle rebondisse bien et que les parents se sentent rassurés et les enfants protégés et enfin des parents les plus sereins possibles. Donc je vois vraiment les choses comme ça. Donc l'idée, c'est pas forcément de faire du one shot parce qu'ils ont le droit à leurs 3 séances, mais l'idée, c'est de s'adapter à leurs besoins. C'est pas de faire un café par an. C'est ça, c'est que les cercles de parents, c'est très différent. C'est pas un lieu de papotage uniquement. Ça peut l'être, parce qu'évidemment, il y a du lien qui se crée, des échanges, des rires et tout ça. Mais l'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est d'aller vulgariser un petit peu les connaissances dont ils peuvent avoir besoin pour faire face à leur quotidien, de créer du lien entre eux et qu'ils se disent, OK, je ne suis pas seule. Si j'ai besoin, je peux revenir. Je sais que ça existe, je sais que ça existe. Maintenant, j'ai des outils supplémentaires. Et puis, il y a des parents, voilà, qui ont beaucoup besoin et qui vont venir beaucoup de fois en peu de temps. Vous avez vu une évolution depuis que ça a été monté sur la fréquentation, sur le fait que les gens s'en parlent entre eux, se le recommandent?
Comment vous arrivez à tracer un petit peu l'étendue de votre travail sur tous les départements? Alors on a un drive avec beaucoup d'outils, des questionnaires donnés aux parents, donc on a un questionnaire de satisfaction. Alors j'ai pas les chiffres en tête, mais c'est à peu près la même chose, mais sur la Bourgogne qui est autour de 93-94 de satisfaction, donc qui est très élevé et où à chaque fois on essaie d'améliorer les petites remarques qui peuvent être faites. Au début, par exemple, il y avait pas à boire et à manger et ça s'est fait, après. Alors il y a pu y avoir des parents qui ont dit: «Bah moi j'aimerais bien un thème», mais non, parce que c'est pas l'idée, sinon ça devient une conférence. Donc c'est pas cette idée-là, les cercles. On a touché sur la Bourgogne, je dirais bien 400 familles en tout, juste sur la Bourgogne, à peu près, si on compte les pères, les mères, les enfants. Ce qui est pas mal. Après, ce qu'on voit surtout, donc, c'est que là, on a des nouveaux partenariats avec des crèches, avec des maisons de kinés, qui ont directement les parents, touchent directement les parents. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il faut un professionnel de confiance qui oriente vers les cercles de parents. Les parents, ils ont encore des difficultés. C'est pas encore dans l'air du temps d'aller dire, OK, je viens d'être jeune parent, c'est normal, j'ai besoin de verbaliser certaines choses et d'avoir des réponses à mes questions. Je n'ai pas pu les poser à mon pédiatre. Je vais aller au cercle des parents ou même à la PMI hein, pour avoir ces réponses-là et puis avoir des outils. C'est pas démocratisé. Il y a encore cette notion de si je me débrouille tout seul, c'est que je gère. Alors que non, pas du tout, enfin, ça n'a rien à voir. Donc, il faut un professionnel de confiance qui oriente. Donc, les cercles qu'on fait dans les cabinets de kiné ou les crèches sont pleins. On n'a pas besoin d'aller chercher les parents, puisqu'en fait, la directrice de la crèche ou le directeur en parle, la kiné en parle, et hop, bah oui, il y a des familles intéressées assez facilement. Le besoin, il est On là. les mots aussi pour le présenter de la manière dont ils ont identifié la famille, filtrer aussi les besoins de la famille en disant vous trouverez les réponses là-bas, ou vous entendrez des choses peut-être qui Mm, vont compléter ce sur quoi vous vous êtes déjà renseigné vous-même à titre privé, qui vont vous conforter dans une direction ou dans l'autre d'ailleurs. mm, Je pense qu'il n'y a pas du tout d'injonction. Je pense notamment à l'allaitement qui font toujours mm, débat à la Leche League où tu sais que si tu vas à la Leche League, tu es plutôt quand même pro-allaitement. Ça mm, ouvre des sujets différents quand le professionnel te dit que le cercle de parents va t'apporter une autre voix, mm. un autre son de cloche qui va ouvrir finalement, au lieu de recloisonner. Oui, oui, je pense que les pros qui orientent ont vraiment cette optique de dire aux parents, ça va vous faire du bien, ça va être agréable pour vous, ça va être sympa, ça va vous aider. Je pense vraiment que c'est présenté comme ça. Mais c'est vrai que les affiches, ça fait pas son effet plus que ça. Alors, on a eu beaucoup, beaucoup de monde parce que la CAF de Côte d'Or, à Dijon, par exemple, avait orienté les familles avec un mail individualisé. Donc ça, on a eu plein, plein d'appels. Après, dans les autres régions, il y a des régions qui sont en partenariat avec les maisons 1000 jours, il y a des régions où il y a des assos très investis, il y a des régions où c'est dans un cabinet médical, donc bah, là c'est pareil, le pédiatre oriente très très facilement. C'est ça qui manque peut-être, je dirais, au niveau maillage, c'est il y ait ces pros de santé, enfin en tout cas il faut qu'il y ait ces pros de santé qui fassent relais. C'est pareil à l'école, hein. On voyait bien Oui, bah qu'on voilà. on savait pas vers qui tournaient les familles qui étaient en demande, soit d'un logement social, soit d'une Mm. ortho. En fait, si nous, entre nous, on crée notre réseau, c'est beaucoup plus simple de se recommander. C'est Tu vois, ça. tout Mm. comme Laurette a fait avec le club Poussette, les lieux d'accueil parents-enfants, toi, et puis d'autres cartes interactives. Finalement, on a confiance dans la maman qui nous parle de ça ou dans le pédiatre qui nous parle de ça, et on est plus enclin à tester nous-mêmes et se Ah bah faire oui. sa propre Non, opinion. mais c'est sûr, c'est sûr. Je disais le professionnel de confiance, mais la personne de confiance, en fait. Ouais. Alors, elles vont pas suivre obligatoirement, mais en tout cas, ça peut les ouvrir. Ah, c'est comme si il y a une copine qui conseille un bouquin auquel je vais pas forcément le lire, mais je vais plus m'y intéresser que si je le vois juste dans une librairie. Il y a Ouais. ce côté où vous ne gagnez rien sur le moment, vous jouez sur la prévention à long terme, vous jouez aussi anti-bébé secoué, vous jouez en anti-violence contre les enfants. Donc, vous avez une intention un tout petit peu différente des Mm. parents de voir le long terme. Comment tu arrives à le formuler des fois que tu voudrais préciser un point sur les violences éducatives ordinaires? Est-ce que c'est facile des fois d'aborder un sujet qui ne vient pas? Si le sujet ne vient pas du tout, comment tu fais? Ouais, alors il y a peut-être des fois où ça vient pas du tout. C'est vrai que c'est des choses que je vais redire quand il y a des petits bébés, notamment pour le syndrome du bébé secoué. Mais j'ai l'exemple, je dis souvent cet exemple-là. Il y a un papa qui est venu, c'était plutôt sa femme, je pense, qu'il voulait qu'il vienne. Et puis il avait pas forcément de connaissances sur le développement du jeune enfant. Il disait, bah voilà, ma petite fille qui avait 2 ans, elle veut absolument que je lui dise des histoires tous les soirs, mais moi, des fois, voilà, je trouve que c'est des caprices et tout ça. Il avait pas les codes. Il savait pas. Et donc là, je donne des infos très simplifiées sur l'importance des habitudes, le fait qu'un enfant, un petit changement, c'est un tsunami pour lui. Enfin, je lui explique tout ça et je lui explique aussi sous l'angle de l'adulte, de ce qui peut le chambouler lui et comment est-ce qu'il vit les choses et comment est-ce qu'il vit le sommeil quand il a des soucis. Enfin voilà.
Et j'arrive à lui faire comprendre l'importance des rituels. Et il est revenu en fait une deuxième fois et c'était marrant parce que lui a expliqué à un autre papa à quel point ça l'avait touché, à quel point il avait mis en application pour voir ce que ça donnait, sans forcément en être totalement convaincu à la base, et qu'il avait observé qu'en effet ça marchait et que ça créait de la relation et du lien avec son enfant. Et c'est ça qui était beau, c'est que il était ému et touché d'avoir compris des choses et de pouvoir être plus proche de sa fille à travers ça. Faut toucher le parent, faut toucher l'enfant intérieur du parent pour le faire bouger, hein. C'est ça, hein. On est tous des adultes, on a tous l'enfant intérieur en nous, qui est la base, le socle. En cours de développement psycho-affectif, c'est ce que j'apprends aux élèves infirmiers et aux élèves qui sont en formation d'auxiliaire de puériculture, c'est que on a beau dire ce qu'on veut, la base de notre construction, c'est la petite enfance. C'est ça le démarrage, c'est la base. Enfin, même en anténatal, hein, si on va plus loin. Mais donc, cette base-là, avec l'attachement, avec toute la sécurité, avec tout ça, elle est importante. Et donc, ces parents, ils ont été aussi enfants. Soit en les transposant dans des situations qu'ils vivent en ce moment en tant qu'adultes, soit en les transposant à l'enfant qu'ils étaient, aux failles, aux choses qu'ils ont vécues, bah là, tu vas réussir à quand même les toucher généralement. Et puis, la plupart, tous les parents ont cette envie de bien faire. Enfin, voilà, ils veulent le mieux pour leur enfant. C'est juste que parfois, ils savent pas comment faire. Et puis aussi qu'on les a éduqués en criant, en tapant. Enfin, je veux dire, c'était ça l'éducation en France jusqu'à il y a peu de temps. Quand j'interroge des élèves d'une vingtaine d'années en amphithéâtre, que j'ai 80 élèves devant moi et que je dis qui a reçu une fessée petit, ils lèvent presque tous la main. Il y a 2 filles qui disent non. Je dis bah vous demanderez à vos parents pourquoi. Parce que c'est des ovnis dans ce paysage où tous les parents donnaient des fessées parce que c'était comme ça. Et puis on l'entend encore, bah ouais, ça soulage quoi. Ok. Là maintenant, les parents de jeunes enfants savent que c'est pas bien de faire comme ça, que c'est pas forcément normal. Enfin, en tout cas, que ça a des répercussions sur le développement de l'enfant. Ils le savent. Et que j'ai lu ça il y a pas longtemps chez un adulte, si moi on est violent avec moi, qu'est-ce que ça déclenche chez moi? À part des sentiments négatifs sur le court terme et sur le plus long terme également. Pourquoi est-ce qu'on espère que chez un enfant, ça donne autre chose que de la violence en miroir? Moi, j'essaie, en étant le plus diplomate et mesuré possible, parce que tout changement demande beaucoup de mobilisation, ça se fait pas comme ça chamboule énormément l'adulte qu'on est et l'enfant d'ailleurs. Donc, avec toute la bienveillance dont je peux faire preuve, j'essaie en tout cas de faire bouger petit à petit les lignes là-dessus. Et moi, j'ai bougé aussi, c'est-à-dire que bah, peut-être que quand mes enfants étaient petits, tout petits, j'étais hyper à fond là-dedans, vraiment à vouloir suivre à la lettre. Que après, vu que j'y arrivais pas, parce que j'avais pas les outils concrets, expérimentaux, j'avais les outils théoriques, mais j'avais pas vraiment les outils expérimentaux, je l'avais pas expérimenté, bah, je me suis dit, bon, bah, je fais de mon mieux et puis voilà, hein, c'est déjà bien. Et puis là que mes enfants sont sortis de cette période extrêmement difficile où j'étais noyée en permanence, je reprends du recul et je me dis, ok, c'est difficile, mais il faut vraiment essayer de tendre vers et d'aider les parents à tendre vers. Ça connecte Et avec tellement de discussions de jeunes papas qui étaient dans ma classe de moins de 3 ans, qui n'avaient jamais entendu ces notions-là, puisqu'ils ne sont pas en contact avec des informations scientifiques, des recherches, des résultats en fait d'études en neurosciences. Et un papa à qui je disais que son fils ne faisait pas de caprice, ni ne provoquait pas, mais était lui-même débordé par sa flamme d'émotion, par son impuissance à pas réussir à mettre en place ce qu'il voulait. Parce qu'à 2 ans, c'est normal de pas réussir du premier coup. Et il a eu une phase de recul en disant, mais si j'avais su ça plus tôt, j'aurais agi je différemment. pourrais moins m'énerver, je pourrais moins punir. Tout comme un autre papa avait été élevé aux Antilles et enfermé dans l'armoire quand il était pas sage. Donc on a déconstruit la notion de c'est quoi être sage et que ces filles, quand elles font une bêtise, les enfermer dans l'armoire n'a pas la conséquence que tu attends au niveau du lien, comme tu disais, de Bah, la puis relation. puis c'est traumatique. Quand on interroge les enfants sur vous rappelez-vous quand vos parents vous ont tapé, les enfants ils s'en rappellent. C'est bien que c'est traumatique. On se rappelle tous d'une fois on s'est fait taper. Enfin, en tout cas les enfants maltraités ils s'en rappellent. C'est que c'est choquant pour l'enfant et en effet, enfin quand on y réfléchit froidement. Après, ce qui est difficile, c'est que l'adulte n'ayant pas appris à maîtriser ses émotions petits, n'ayant pas été écouté, l'adulte d'aujourd'hui, le trentenaire, le quarantenaire, ne sait pas comment accueillir les émotions de son enfant. C'est ça qui est difficile et je m'inclus là-dedans. Plus on travaille sur soi, plus on a conscience de qui on est, de ce qu'on fait, plus on arrive à maîtriser un peu les choses. Malgré tout, moi aussi, ça peut m'arriver d'être débordée par mes propres émotions. Parce que je suis pas parfaite, parce que j'arrive pas tout le temps à tout maîtriser. Et je parle pas de maîtriser ses émotions, je parle de maîtriser la manière dont on les fait ressortir, quoi. C'est un long chemin, hein, d'être parent. On apprend plein de choses, on tâtonne, on expérimente. Et puis voilà, je pense que ce qui compte le plus, c'est que l'enfant se sente très aimé
Et puis aussi que l'adulte reconnaisse quand il a des mauvais comportements. Parce que je suis un modèle, je suis un miroir, et si moi je m'excuse et que je dis, ben voilà, j'ai pas bien maîtrisé mes émotions, j'ai pas réussi à gérer ma colère, je m'excuse, je suis désolée, mais c'est tellement bénéfique pour le développement de l'enfant, ça lui montre qu'il peut faire ça. Et nous, on dit beaucoup ça à nos enfants, enfin moi je dis beaucoup ça à mes enfants, hein. C'est être très courageux que de s'excuser. C'est vraiment une grande forme de courage de dire, excuse-moi si je t'ai blessé, excuse-moi si je t'ai fait mal, excuse-moi. Hyper important. Et je vois toujours, parce qu'il y a ces discours, hein, ok, mais l'enfant tyran, la place de l'adulte, mais en fait, faut jamais oublier quand même si les enfants ont besoin de limites bienveillantes pour grandir, c'est important, ils n'ont pas le droit de tout faire n'importe quand, sinon c'est anxiogène tout autant que de manquer d'amour. Mais je dirais qu'il faut pas oublier que ça va devenir des adultes, ça ne restera pas des enfants. Quelle relation on aura avec eux plus tard? Si on a enfermé un enfant dans un placard, enfin, comment est-ce qu'on peut espérer avoir des bonnes relations avec un enfant qu'on a enfermé dans un placard? Moi, je le conçois pas, enfin, c'est sûr que non même. Parce qu'un enfant, c'est un être humain. Alors, ils n'ont pas l'intelligence cognitive, enfin, je veux dire, ils n'ont pas certaines connaissances des adultes, mais ils ont une autre forme d'intelligence, très animale. Et voilà, tous leurs sens sont développés. Et donc, puis tout est imprimé. Enfin, dans le cerveau, c'est une machine très complexe. Tout Et est imprimé. l'intuition que c'est pas juste comme réaction de l'adulte. Voilà. Il y a un Ça, ils côté, le savent dès tout mon petit. parent est débordé, ça je peux le comprendre, mais Mm, pourquoi moi? Pourquoi on me mm, fait ça? Pourquoi je mm, m'en prends une? mm, Et je l'ai entendu tellement de fois et j'étais pas prête en tant que jeune enseignante à entendre tout ça parce que pour moi, mm. ça me paraissait assez surprenant. Que Après, les j'ai eu enfants ma disent première ça. fille. Mm. Après, j'ai compris. Bah oui. Après, j'ai Mm, vu que moi-même, je savais pas gérer mes émotions. Et mm. tout ce travail que j'ai fait en parallèle avec la communication non violente, avec la régulation émotionnelle, ça aurait dû être appris en formation d'enseignante Ah maternelle. bah oui, mais ça, les Comme toi enseignants, aussi. ah bah oui, mais il y a un boulot fondamental de formation à faire. Bah oui, parce que c'est vous qui êtes au contact des enfants dès 3 ans, hein. Enfin, je veux dire, moi, des professionnels de crèche, ça, c'est une évidence, mais les enseignants, évidemment aussi, et même jusqu'au lycée. Enfin, combien d'enfants, je leur ai posé la question, là, à mes étudiants d'une vingtaine d'années, j'ai dit, quel prof vous a dit des propos qui pouvaient être humiliants, genre t'es nul, ou ils ont presque tous levé la main. Et moi, je suis hyper choquée. Enfin, Oui. ça, c'est très choquant aussi d'aller dire à un enfant. Alors oui, il peut être moins performant dans une matière et excellent dans un autre, mais un enfant qui a 13 ou 14 ans, qui vacille, qui est en période de préadolescence et à qui on dit ça peut être hyper destructeur aussi. Donc, enfin voilà, l'enfance, c'est une période de vulnérabilité, comme les jeunes parents. Mm. Mais c'est pour ça que je soutiens les jeunes parents, parce que il faut qu'ils aient des armes, parce qu'ils sont face à des êtres hyper vulnérables et dépendants. Et au niveau des conséquences, les jeunes parents qui viennent au cercle, ils vont peut-être moins aller aux urgences parce qu'ils auront eu des infos. Ils vont peut-être avoir des comportements différents, donc ça aura des impacts bénéfiques sur la santé de leur enfant. Enfin, donc moi, je me dis, ok, aujourd'hui, j'essaie de créer de l'impact social. C'est ça la richesse et c'est ça dont je me nourris. C'est quel impact social ça a. Donc, j'ai pas de financement pour mesurer l'impact parce que ça coûte de l'argent. Il y a une médecin là qui va faire sa thèse sur les cercles de parents. Je suis convaincue. Moi, j'ai pas besoin de chiffres en fait. Je sais que ça a un intérêt. Je regrette juste qu'il n'y ait pas plus de moyens, encore plus d'aide pour. C'est primordial. Et c'est Monsieur Ackman, James Ackman ou Ackman, professeur d'université, qui a dit l'infirmière puéricultrice, elle a plus d'impact qu'un professeur d'université, voilà, sociétalement parlant, évidemment, mais parce que faut agir dès tout petit. À l'université, c'est déjà trop, enfin, il y a des tas de choses qui sont déjà beaucoup trop tard, faites trop tardivement. Donc voilà, Et donc moi, je c'est que suis moi, je persuadée, suis mais descendue de grande section, moyenne section, petite section, et le dispositif des moins 3 ans, j'observais les enfants, je me dis, mais c'est déjà presque trop tard à 2 ans, parce qu'ils ont entendu qu'ils ne comprenaient rien, ne servaient à rien, on c'est leur ça. laissait pas la parole, on leur lisait Mm. pas de livres. Alors, pas tous, évidemment, Non, non, mais non, une mais majorité étaient des oui. petites choses sans importance. Et je comprenais tellement mieux qu'ils ne s'emparent pas du savoir. Ils ne Mm. l'essayent même plus. Ils avaient un côté désabusé à 2 ans qui m'a Mm. vraiment posé question dans ma pratique d'instit Mais c'est et qui m'a triste. fait me renseigner sur les neurosciences, Céline Alvarez, la Mm. compréhension, les fonctions exécutives. Mais Mm. quelle découverte phénoménale si on disait ça à tous les professionnels de la petite enfance. Du coup, je fais un petit coucou à celle avec qui je travaille comme formatrice à l'association Pas à Pas l'enfant, parce que ce que tu disais sur les livres, sur le rituel, sur le temps de qualité de connexion à chaque enfant, à chaque parent, Mm. ça fait aussi grandir l'enfant, mais ça fait aussi grandir le parent Ah qui bah se bien reconnecte évidemment. à j'ai fait des enfants aussi pour vivre cette magie, de Mm. voir mon enfant grandir, que mon enfant est une graine, mais fabuleuse, mais dans le quotidien, dans le contexte social, des fois on oublie en fait les Mm. conséquences à court terme du jugement, de l'insulte, de la petite tape, tout ça Mm. mis bout à bout abîme le développement de l'enfant Mm. et on peut pas prendre ce recul s'il n'y a pas une pro
bienveillante, qui pose la petite question, qui fait réfléchir. Et j'avoue que j'étais pas formée pour ça. Mais maintenant, Mais je tu vois sais, l'ampleur de notre travail. ben oui, oui, non, mais tout à fait. Je parle avec beaucoup d'élus et en fait, elles me disent, des élus petite enfance, et elles me disent, on a un gros budget pour les 3-18 et on n'a rien pour les 0-3. Et donc, ces femmes-là, souvent, elles sont aussi très investies dans l'égalité homme-femme et tout. Mais oui, c'est un lien parce que les 0-3, voilà, on s'y intéresse pas. Et c'est pour ça aussi que je suis cofondatrice d'Avis parce que, bah voilà, les violences faites aux tout petits, c'est un vrai sujet, quoi. C'est des enfants qui peuvent pas se défendre, qui parlent pas bien, en tout cas, voilà. Donc, ils sont encore plus vulnérables. Enfin, on peut comparer ça à ce qui se passe dans les EHPAD, ce qui se passe dans les crèches. Et le fait que des mairies n'aient pas de budget et que les élus eux-mêmes me disent, on n'a pas de budget, quoi. On a peanuts pour les 0-3 ans, mais comment c'est possible? Et là, je sais pas si tu en as entendu parler, mais il devait y avoir une loi par rapport au service de la petite enfance, enfin la réforme du service de la petite enfance, qui n'a pas été votée parce qu'il n'y avait pas assez de monde à l'Assemblée au niveau des partis de Monsieur Macron, et que les oppositions ont voté contre. C'est-à-dire qu'on sacrifie la petite enfance pour des enjeux électoraux, et moi, ça me révolte, franchement, ça me révolte. Donc ouais, je pense que j'arrêterai jamais de me battre pour les tout petits, bien que moi je sois imparfaite en tant que mère, bien que moi je sois imparfaite dans mes positionnements, mais en tout cas, voilà, ce sera mon combat de vie, je pense. Les droits des femmes et les droits des enfants, ce sera mes combats de vie, parce que D'autant qu'on les entend se pinailler sur le fait que les ados sont ingérables et que les adultes ne savent pas non plus respecter les lois, mais tout part de l'éducation. Tout comme le dit Julien Perron, tout comme le dit Osmose, avec qui je travaille aussi. Si on agissait plutôt en prévention, comme tu le fais, comme je le faisais en classe, on résoudrait Ah en bah, bien 10 ans sûr. une grande partie de la génération qui arrive et qui n'a pas les infos aussi sur les écrans. On n'a pas abordé ça, mais toute cette notion du zapping, d'aller très vite, de ne pas prendre le temps d'être débordé, le temps de qualité, c'est la clé avec chaque pro, avec chaque enfant, avec chaque parent, et on ne le prend pas ce temps. Le temps de prévention, c'est ça, c'est que c'est pas quantifiable, c'est pas un acte de soin avec de la nomenclature. Pour autant, la prévention, c'est primordial. C'est le premier maillon de la chaîne de santé, la prévention. Donc voilà, dans certains domaines, on sait bien, on fait de la prévention, mais en termes de santé de l'enfant, la prévention, elle a encore du chemin à faire. Enfin, on a encore des gros progrès à faire en France, et je pense qu'il faut pas se leurrer. S'il n'y a pas de moyens financiers qui sont mis derrière, il n'y aura pas de la prévention de qualité. Donc ça, ouais, il faut que la politique change d'angle de vue. Économiquement parlant, il faut arrêter de penser sur du court terme, il faut parler sur du très long terme. Il n'y a plus besoin d'études, il y a eu des rapports de l'IGAS, je ne sais combien de rapports qui ont été faits. Là, il y a les assises de la pédiatrie qui vont donner des conclusions similaires, mais au bout d'un moment, il faut qu'il y ait un vrai investissement financier et de moyens humains pour que les choses changent vraiment. Bon, ce serait quoi le message ultime aux institutions là qui t'écouteraient? Ah, c'est pas sympa de ne pas laisser la réponse d'Élodie en ligne aujourd'hui. Rendez-vous dans l'épisode 141 pour avoir la réponse et bien plus encore sur les thématiques autour de la parentalité. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.